On y va? 1778. Donatien Alphonse François de Sade, philosophe et écrivain, est incarcéré au donjon de Vincennes pour tentative d'empoisonnement sur 5 de ses amantes. Il avait une philosophie assez particulière. Très controversé en effet. Le marquis de Sade partait du principe qu'il fallait placer son plaisir avant tout dans la vie, peu importe les actions immorales que ce plaisir puisse engendrer. Son propre plaisir étant la destruction de la vie. Le marquis sera transféré à la Bastille en 1784, où il écrira sur un manuscrit les 120 journées de Sodome, aussi appelée l'école du libertinage. Ce dernier ne sera jamais achevé, Sade l'ayant perdu lors de la prise de la Bastille en 1789. Selon ses dires, cette perte lui aurait fait pleurer des larmes de sang. Ça va. T'en fais pas, c'est une mauvaise passe. Tu le retrouveras ton moment. Le manuscrit sera retrouvé plus tard dans la même chambre, selon les rumeurs dans une cage murale ou bien Dans un godemiché en bois. Ainsi, c'est en 1974 que le réalisateur, écrivain, poète, scénariste, journaliste, compositeur, dialoguiste et acteur Pier Paolo Pasolini, qui sort tout juste de la trilogie de la vie, envisage de faire une adaptation du Marquis de Sade. Alors que cette trilogie de la vie réalisée précédemment se voulait comme une hymne à la vie, centrée sur la recherche du plaisir, son nouveau film Salo ou les 120 jours de Sodome serait le premier film d'une nouvelle trilogie, la trilogie de la mort. Cependant, c'est quelques mois avant la sortie du film que Pasolini est assassiné à coups de bâton et écrasé par sa propre voiture, probablement pour ses prises de position marxistes et ses œuvres controversées, laissant derrière lui ses futurs projets, dont sa trilogie de la mort, qui ne sera jamais achevée. Ainsi, le film est inspiré de l'œuvre du Marquis de Sade, mais la recontextualise dans la ville de Salo, en Italie. Et plus précisément à la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsque Mussolini est installé par les nazis et y fonde une république fasciste fantoche, la République sociale italienne, là où l'action du livre se déroulait à l'origine à la fin du règne de Louis XIV, au début du XVIIIe siècle. C'est donc dans ce contexte que nous suivrons 4 notables fascistes, surnommés le Duc, Monseigneur, Son Excellence et le Président, qui kidnappent 9 jeunes garçons et 9 jeunes filles pour les séquestrer dans leur manoir et les soumettre pendant 120 jours à diverses tortures mentales, physiques et sexuelles pour assouvir leurs désirs. Et autant vous dire que c'est tout un programme. Bien que très édulcoré par rapport au livre original, le film n'en reste pas moins sombre et très difficile à regarder. il s'agit d'une véritable descente progressive aux enfers, explorant tout le sadisme humain à travers différents cercles de la perversité. Le cercle de la passion, où seront subis viols et domination sexuelle. Le cercle de la merde, impliquant des châtiments autour de la scatophilie. Ah, mais c'est dégueulasse. Oh, C'est horrible. Oh, tiens, ta tartine. oh merci. Et pour finir, le cercle du sang, infligeant diverses tortures physiques et mutilations, toutes les plus cruelles les unes que les autres. Bref, un sacré programme. La descente aux enfers des 18 adolescents est appuyée par l'esthétique crue du film. Le palais où se déroule l'action est cubique, droit. Il n'inspire aucune douceur ou fantaisie. Les pièces intérieures immenses sont cadrées de manière très centrale et symétrique. Même les tableaux, vases et tables sont soit parfaitement au milieu du cadre, soit en parfaite symétrie de part et d'autre de la pièce. Ce n'est pas du tout un foyer chaleureux, vivant, où le désordre témoignerait d'une quelconque habitation. C'est un lieu froid et carré, où personne ne loge vraiment, qui n'appartient à personne, et dont l'unique but est de permettre aux 4 riches d'assouvir leurs sombres désirs en paix. Dans ce palais aux murs carrés résident les sujets du film, plus précisément les victimes, nos 18 jeunes. Les 18 adolescents figurent rapidement à la caméra complètement nus, afin d'être plus accessibles pour leurs ravisseurs. Ces corps dénudés paraissent fébriles et fragiles au milieu de ces pièces gigantesques, trop grandes pour être cadrées. Ils sont constamment oppressés par la maison elle-même avant de l'être par leurs ravisseurs. Les vêtements ont aussi un impact sur les différentes classes sociales du film. Les adolescents sont d'abord tous vêtus d'un uniforme gris, pouvant rappeler l'uniforme de prisonniers, voire de détenus de camps de concentration, faisant écho à la période où le film se déroule, pour ensuite rapidement figurer nus à l'écran.
afin qu'il soit plus facile d'abuser d'eux. Les soldats, eux, arborent un uniforme vert foncé. Cet uniforme est la seule chose qui les distingue des victimes, car ils ont la même tranche d'âge. Au cours du film, ils retirent progressivement leur uniforme, non pas par obligation mais par choix, pour se mettre à l'aise pendant les viols et autres sévices auxquels ils sont autorisés à participer. Enfin, les riches, durant tout le film, eux gardent leur apparence propre et soignée, renforçant l'aspect très malaisant de la situation. Ils évoluent toujours dans le même uniforme, costume 3 pièces avec cravate. Ainsi, par le vêtement, Pasolini maintient un rapport de puissance en mettant en exergue leur classe sociale. Le film fait scandale lors de sa sortie. Aujourd'hui encore, près de 50 ans plus tard, le film est considéré comme l'un des plus scandaleux et des plus violents jamais réalisés. Le réalisme cru et la violence des images ont contribué à établir une aura au film, à lui conférer un caractère mythique, et beaucoup le considèrent comme un véritable classique du cinéma mondial. Mais il est important de se poser la question. Alors que Sade, en écrivant son manuscrit dans sa cellule de Bastille, désirait repousser les limites de l'imagination, écrire l'impossible, aller plus loin qu'il n'est possible d'aller, est-ce que c'était la même intention du côté de Pasolini ? De la même manière qu'il remanie l'époque de son récit, il en remanie également les thématiques. Plus que la question du désir ou de la perversité, il aborde celle de la fuite en avant de ceux qui ont déjà tout et qui, désespérément, se mettent en quête d'un nouveau frisson par la surenchère. Affranchis de toute règle, les puissants connaissent une impunité totale. Le film s'élève contre la société de consommation et le capitalisme, qui asservissent la sexualité, qui devrait être libératrice mais devient ici une marchandise à consommer, sans égard pour la dignité.